Lorsqu'un être cher disparaît, c'est toute votre vie qui s'en trouve bouleversée. Pour moi, c'était mon frère David, âgé de 13 ans. J'aimais tellement mon grand frère. Nous vivions dans une petite ville rurale de la campagne de Pennsylvanie. À l'époque, nous habitions l'une des plus vieilles maisons de la ville. Notre maison avait été construite à la fin des années 1700. Le soir où il a disparu, je me souviens que mes parents n'étaient pas à la maison, pour une raison ou une autre. Mais dans les années 80, on considérait qu'il était normal de laisser les enfants seuls à la maison. Mon frère et moi étions assis par terre dans le salon écoutant la radio. Mon frère m'avait demandé de lui remplir un verre de punch hawaïen. Après que je sois allé à la cuisine et que je lui ai servi un verre, il avait complètement disparu du salon. Je me souviens de ce moment précis comme si c'était hier. J'ai cru qu'il me faisait un tour. J'ai joué le jeu, mais quand j'ai fouillé toutes les pièces de cette foutue maison, pas un cheveu n'était déplacé. Il ne pouvait pas être sorti parce que j'étais près de la porte d'entrée pendant tout ce temps, et les fenêtres étaient scellées par l'ancien propriétaire. La porte du sous-sol, dans le salon, était grande ouverte. C'était le seul endroit où il aurait pu aller. Lorsque je suis parti pour remplir son verre, j'étais sûr qu'elle était fermée. Enfant, j'étais horrifié par la cave, parce qu'il n'y a pas d'électricité, et qu'elle ressemblait littéralement à un cachot. J'ai hurlé son nom, du haut des escaliers. « David !» un nombre incalculable de fois, mais il n'a jamais répondu. Même si j'avais déjà 11 ans, ce sous-sol me faisait toujours peur. Je me souviens de cette nuit-là. Je sanglotais de façon incontrôlable. Et lorsque mes parents se sont finalement arrêtés dans l'allée le lendemain matin, j'étais encore en larmes lorsque je leur ai raconté l'histoire de David. Maman et papa ont fouillé toute la maison. J'ai ensuite raconté à papa que la porte du sous-sol était grande ouverte et qu'il était sûrement descendu là-bas. Je me souviens m'être assis sur le canapé à côté de la porte du sous-sol, espérant que mon père remonterait avec David. Mais lorsque je l'ai entendu monter les marches, son visage était devenu complètement pâle. Dans ses mains se trouvaient les vêtements de mon frère datant de la veille. Je ne peux pas décrire à quel point j'étais horrifié. Il les a laissés tomber sur le sol et est monté à l'étage où se trouvait maman. Je me suis alors mis à terre et j'ai rampé vers les vêtements. C'était exactement ce que mon frère portait avant de disparaître. Je les ai examinés. Tout ce qu'il portait cette nuit-là. Chemise, pantalon, sous-vêtements, chaussettes. Tout ce qui lui avait été enlevé. J'entendais les voix de mes parents à l'étage. Ma mère a descendu les escaliers en courant et a téléphoné à la police. Mon père a couru dehors et s'est enfoncé dans le champ. Lorsque la police est finalement arrivée, toute l'équipe pensait qu'il avait dû sortir et se perdre dans la forêt voisine. Mais moi, je savais pertinemment qu'il se trouvait dans cette maison. Les policiers ont passé des semaines à fouiller les bois. La police a également vérifié le sous-sol, mais a déclaré qu'il n'y avait rien. Ils ont classé l'affaire environ 6 mois plus tard. Toute la ville pensait qu'il s'agissait d'un enlèvement. Je savais qu'il y avait un rapport avec ce sous-sol, mais je n'ai jamais pu m'y résoudre. Avec sa disparition, la vie a continué pour notre famille. Nous avons transformé la chambre de David en chambre d'amis. J'ai détesté quand mes parents ont fait cela. J'avais l'impression qu'ils essayaient d'aller de l'avant, de l'oublier. Et moi je n'y arrivais pas. La perte de mon frère avait été un énorme coup de frein pour toute ma famille. Et c'est quelque chose qui nous poursuivra toute notre vie. La façon dont ma mère a fait face au chagrin a été d'effacer tout souvenir de lui. Et pour cela, je lui en voulais. Et chaque fois que je regardais la porte du sous-sol, je sentais quelque chose derrière. Je me souviens d'un jour, quand j'avais 16 ans, 5 ans plus tard, je rangeais des DVD dans le salon. J'étais assis à quelques mètres de cette porte et j'ai senti une odeur familière. L'odeur s'infiltrait par les fissures de la porte. C'était l'odeur de mon frère. Je me suis levé et j'ai failli arracher la porte de ses gonds. Je suis descendu en courant dans l'obscurité. Toute la pièce
sentait l'ancienne chambre de David. Il faisait nuit noire, je ne voyais rien, mais je savais qu'il était là. J'ai commencé à crier son nom. J'ai crié son nom pendant de longues minutes, jusqu'à ce que papa descende enfin. Papa ne sentait rien. Il pensait que j'étais fou. Je me souviens que je n'ai pas pu parler pendant des semaines après cela. Aujourd'hui, le 30e anniversaire de la disparition de David approche. Je peux dire que cela fait 30 ans que je ne l'ai pas vu. Et je vis maintenant seul, à 1 heure environ de la ville de mon enfance. Il fallait que je parte le plus tôt possible. Quand j'ai eu 18 ans, j'ai commencé à chercher des appartements en ville. Et le jour de mon 20e anniversaire, j'avais déjà pris mon envol. Mes parents ont continué à vivre dans cette maison. Il y a environ 3 ans, ma mère a développé un cancer du sein de stade 3 et a été placée dans un foyer de groupe plus proche de l'hôpital. Mon père avait la possibilité de déménager avec elle et de vendre la maison, mais il a décidé d'y rester et de continuer à cultiver la terre. Ma mère et mon père avaient une relation difficile depuis que j'avais quitté la maison. Plus tard, mon père est tombé de son tracteur et s'est cassé le genou. Il est maintenant incapable de marcher sans canne. C'est là qu'il a emménagé avec maman. Puis qu'il m'a vendu le terrain gratuitement, en insistant pour que je retourne vivre dans cette maison. Moi, je voulais rien savoir de tout ça. J'ai dû payer des impôts pour cette maison en plus des miens. J'ai ensuite accepté que des locataires emménagent. Il s'agissait d'un jeune couple d'une 20aine d'années. Bien sûr, mon vieux père têtu était en colère contre moi, parce qu'il ne voulait pas qu'un jeune couple de désespérés vive dans la maison. Cela fait 1 an qu'ils sont installés. Mais ils m'ont appelé la semaine dernière pour se plaindre d'une odeur de pourriture provenant du sous-sol. Entre-temps, j'avais appris à vivre avec la mort de David. Je leur ai dit que j'irais voir ce qui se passait le lendemain matin. Ce fut la plus grosse erreur de ma vie. Je me suis réveillé tôt, et j'ai conduit jusqu'à la maison. J'ai eu une impression bizarre en retournant là-bas. Ces chants qui me semblaient si familiers. J'ai essayé de ne pas penser à la peur que m'inspirait ce sous-sol lorsque j'étais enfant. Heureusement, mon père avait fini par y installer l'électricité. Je me suis garé dans l'allée. Ils m'attendaient tous les deux dehors. Ils m'ont dit que ça sentait la pourriture. J'avais tout ce dont j'avais besoin. Masque contre l'amiante, gants médicaux, lunettes de protection. J'avais travaillé comme nettoyeur de conduits d'air il y a quelques années. J'avais donc quelques connaissances de base. Je suis entré dans la maison et je me suis dirigé vers la porte du sous-sol. Je n'avais jamais vu à quoi ressemblait ce sous-sol jusqu'à présent. J'ai ouvert la porte et j'ai tout de suite remarqué l'odeur. Quelque chose pourrissait là-dedans. J'ai allumé l'interrupteur. Devant moi se trouvait une pièce vide. Elle était petite. Elle devait faire environ 3 mètres sur 3. Ce sous-sol me hantait depuis toutes ces années. Le voir, avec les lumières allumées ou éteintes, n'y changeait rien. Les murs étaient en pierre, sauf un. L'un des murs se distinguait. Il était en bois. Et l'odeur provenait clairement de là-bas. Le bois était en train de pourrir. Je me suis approché et j'ai pensé que la meilleure idée serait d'abattre tout le mur. J'ai commencé à arracher les morceaux de bois pourris. La lumière a commencé à pénétrer de l'autre côté. Il y avait une pièce secrète au sous-sol. Je me suis arrêté et j'ai vu devant moi ce qui ressemblait à de la chair humaine. Je ne saurais décrire à quel point j'étais horrifié. Je préférais aller en enfer plutôt que de revivre ce moment terrible. J'ai commencé à frapper ce mur avec toute la force de mon corps, jusqu'à ce qu'il finisse par céder. La créature qui se trouvait devant moi me donnait envie de m'arracher les yeux, rien qu'en la voyant. Elle était en position fétale. La peau n'était pas pâle, elle était blanche. Et on aurait dit que la chair avait été fondue jusqu'aux os. Les ongles des doigts et des orteils s'étendaient sur la moitié de la pièce. Le pire, c'est qu'il n'était pas mort. Il respirait. Il était vivant. « David ?» ai-je dit d'une voix terrifiée. Il a lentement levé la tête et m'a regardé. Ce visage semblait complètement transformé. Mais ses yeux étaient ceux de mon frère. Il a essayé de parler. Il a essayé avec tout ce qu'il avait en lui. Cette chose, c'était mon frère David.
J'avais tellement de questions. Comment était-il vivant? Que mangeait-il? Comment pouvait-il respirer? Qu'est-ce qui s'était passé? J'ai gardé ces questions pour moi. C'était mon frère dans cette cave. Tout ce temps, il était dans cette putain de cave. Je lui ai pas dit un mot de plus. J'ai couru à l'étage et j'ai pris ma voiture. J'ai ouvert ma boîte à gants et j'ai pris mon arme. Le temps que je descende, David s'était levé. Il traînait ses longs ongles derrière lui. « Julien !» a-t-il grogné. Je lui ai alors tiré une balle dans la tête. En haut des escaliers se trouvaient les locataires qui se posaient des questions sur le coup de feu. Ils ont dévalé les escaliers pour voir ce qui se passait. Lorsque je les ai entendus crier, j'étais déjà sorti et je reculais dans leur allée. Je n'ai pas tiré sur David parce que j'avais peur de lui. J'ai tiré parce que j'avais conscience de l'horreur de la situation. C'était il y a 2 jours. Depuis, je n'ai pas arrêté de conduire. La seule fois où je me suis arrêté, c'était pour faire le plein d'essence. Je sais pas où je suis. La dernière fois que j'ai vérifié, j'étais au Kansas. Je sais pas quoi faire. Dois-je rejoindre David dans l'au-delà ou dois-je essayer d'aller de l'avant? Le plus écœurant, c'est de ne pas savoir ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé, bordel? Je me le demande sans cesse.